un des trucs qui ressort le plus là, chez les étudiants qui ont fait ma formation puis que j'avais pas vu venir du tout, c'est des gens qui me disent, tu sais quoi, Alex, je me rends compte que tout ce dont j'avais besoin pour être persuasive, je l'avais déjà, mais toi, tu m'as donné la permission de le faire. Hmm. Puis, je Hmm. pense vraiment que souvent, c'est ça. Puis aussi, bon, la peur de vendre. Tu sais, le mot Mhm. vendre fait vraiment peur. Les gens veulent pas être fatigants, les gens veulent pas être insistants. C'est sûr que moi, tu sais, je pense que tu connais un peu ma vision de ça, Ouais. vu mes publications LinkedIn et tout ça. Je me différencie beaucoup des marketeurs puis des copywriters qui insistent, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, Mhm. etc. Puis qui sont un peu beaucoup dans la manipulation, en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis très, très opposée à tout ça. Fait que je pense que mon approche fait en sorte que même quelqu'un qui est pas très à l'aise de se vendre peut y arriver. Bienvenue sur l'ambition au féminin, épisode 6. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Bonjour les ambitieuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode, nouvelle invitée sur le podcast, une invitée que j'avais très hâte de recevoir et que j'ai hâte de vous présenter. Alors, petit préambule, pour ceux et celles qui se considèrent pas comme des vendeurs ou qui utilisent souvent des termes comme je vends ma salade ou j'ai fait mon vendeur de char usagé ou que l'idée de devoir utiliser des mots pour vendre peut sembler à la limite de la manipulation puis des gamiques. Pourtant, la manipulation, c'est vraiment tout le contraire de ce à quoi croit notre invitée d'aujourd'hui. Puis si vous la suivez sur LinkedIn, vous allez la voir, elle va vraiment déboulonner la majorité des mythes sur comment vendre, toutes les techniques sleazy de marketing un peu poche dans le fond, qui fait que on a de moins en moins confiance avec ce concept de la vente. Puis elle fait ça avec un langage vraiment, ben pas cru, mais très approchable et imagé. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore deviné, j'ai parlé à Alexandra Martel, qui est spécialiste de rédaction persuasive. Elle est à la tête de son entreprise solo, Les mots pour vendre, depuis quelques années maintenant. Alexandra est donc une copywriter, comme on dit en anglais. Elle utilise les techniques de la persuasion pour aider les gens à faire découvrir leurs produits et leurs services par leur client idéal. Fait qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation, c'est vraiment d'essayer de matcher le client idéal avec le produit-service, dans le fond, pour créer le plus de valeur possible. Je connaissais Alexandra de certains groupes entrepreneuriaux. J'avais vu passer il y a quelque temps avec sa business Les mots pour vendre quand elle commençait, je pense, à travailler sa formation. Mais ça fait quelques mois que son nom il commence à vraiment résonner partout. Elle est apparue sur plein de podcasts. Et puis, surtout, elle a fait une ascension fulgurante sur LinkedIn où quasiment toutes ses publications suscitent des centaines de réactions, des commentaires. Puis son réseau qui était je pense que c'était moins de 300 personnes là, il y a à peine genre 3 mois, ben là, ça grandit exponentiellement, puis ça génère vraiment un trafic monstre vers ses services, puis vers son expertise. Donc aujourd'hui, Alexandra est considérée comme la référence en copywriting, en rédaction persuasive dans le monde francophone et naturellement au Québec. Et c'est de quoi on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, vraiment son métier de rédactrice persuasive, comment elle en est arrivée là, comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'elle a organisé sa vie autour de cette passion qu'elle avait pour la persuasion. Elle va partager aussi avec nous quelques trucs pour mieux se vendre à travers les mots et pour être authentique à travers tout ça. On va parler aussi beaucoup d'authenticité. Donc,
sans plus attendre, je vous laisse sur l'entrevue d'aujourd'hui et j'ai très hâte de savoir ce que vous allez penser de ça et si vous êtes justement gagné à cette idée de la rédaction persuasive. Salut Alexandra, merci d'être sur le podcast Ambition Féminin. Je suis super contente de te recevoir. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, puis merci à toi, Tatiana. Je suis super contente d'être ici sur le podcast. Ouais, parce que ça fait un bout, je pense je sais pas, là, qu'on regarde ce qu'on fait l'une l'autre du côté réseaux sociaux, etc. Ouais, c'est c'est tout le temps clair, le fun. C'est tout le temps le fun de rencontrer enfin des gens avec qui on échange un peu par d'autres moyens. Ouais. Alors, Alexandra, toi, ta spécialisation, c'est la rédaction persuasive. Est-ce que tu veux peut-être commencer par nous dire c'est quoi la rédaction persuasive, puis aussi la différence avec le storytelling, parce qu'on a eu un autre épisode de podcast où on parlait de storytelling, puis je pense que c'est important de faire la distinction. Donc, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est quoi pour toi la différence? Oui, absolument. Mais en fait, la rédaction persuasive, c'est le mot les deux mots que j'ai trouvés, en fait, pour désigner le copywriting en français. Parce que, comme je suis diplômée en droit, quand je disais que je faisais du copywriting, tout le monde confondait avec la propriété intellectuelle. Fait que ça m'apportait des petits problèmes de clarté. Puis je me suis dit, bon, ce serait quoi le terme le plus représentatif de ce que je fais en français? Puis pour moi, c'était vraiment ça, rédaction persuasive. Donc, mon travail, c'est de trouver les bons mots pour convaincre le lecteur de poser une action X ou Y. Ça peut être acheter un programme, ça peut être s'inscrire à ton aimant client, ça peut être adhérer à une idée, même à la limite. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est sûr que des fois, on va faire du storytelling en copywriting, mais je te dirais que c'est quand même deux choses assez différentes, puis tu vas pas dire donner les mêmes conseils là, relativement aux deux. C'est-à-dire que peut-être j'inclurais le storytelling comme une technique de copywriting que tu vas utiliser parfois, mais le storytelling peut même sortir du copywriting, c'est-à-dire que tu peux t'en servir pour ton image de marque, puis pour toutes sortes d'autres façons. Ouais, fait que c'est intéressant. Non, c'est cool. Parce que, tu sais, c'est ça qu'on se disait dans la trame narrative. Dans le fond, le copywriting va aussi utiliser la trame narrative dans ses techniques de persuasion, mais ça va être moins axé peut-être sur la transformation du héros ou genre des choses comme ça, j'imagine. Je sais pas si peut-être... En fait, ça dépend vraiment. C'est que oui, ça pourrait. Tu peux tout à fait faire du storytelling pour convaincre parce que les histoires sont extrêmement efficaces pour capter l'attention. Tu sais, c'est plus mémorable, etc. Mais si tu suis, par exemple, une formation sur le copywriting, ils vont aborder le sujet du storytelling, mais ce ne sera pas le focus principal. Puis il y a tellement de choses à dire sur le storytelling que tu pourrais écrire des ouvrages entiers juste sur ce sujet-là. Je veux dire, c'est ça. Ouais, non, c'est comme... OK, fait que c'est deux choses quand même assez parallèles, complémentaires, mais tu sais, qui ont leur propre spécificité. Ouais. Puis, tu viens de dire, justement, que tu viens du monde du droit, puis ça, je trouve ça super intéressant aussi comme parcours, parce que veux pas... Puis là, bon, je vais te dire à tout le monde, là, je t'ai écouté sur le podcast d'Olivier Lambert. Les gens, si vous voulez écouter Alexandra aussi dans ce podcast-là, je vais mettre le lien à la fin dans les notes de cet épisode. Mais tu parlais un petit peu de ton parcours, de comment la persuasion faisait partie un peu de ta formation en droit. Fait que ça a été quoi le déclic quand tu t'es dit, OK, ben là, droit, non, mais copywriting, ça commence à m'intéresser? Ben, moi, je suis vraiment devenue entrepreneur sans faire exprès. Honnêtement, là. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat sans faire exprès. Quand j'ai commencé mes études en droit, c'était vraiment pour devenir avocate, puis surtout pour plaider. Moi, plaider, j'avais une vision de ça absolument presque romantique. Là. Je trouvais ça donc cool. J'ai fait beaucoup de débats universitaires, des concours de débat. J'ai gagné des concours de débat. Ça me fascinait, en fait, l'art oratoire. Là. J'adorais ça. Puis c'est beaucoup ce qui m'a attirée en droit. Sauf que je suis partie en voyage pendant tout un été. Puis là, j'ai eu une espèce de crise existentielle de la vingtaine parce que je me disais, les domaines de droit qui me passionnent le plus sont des domaines qui demandent un investissement immense, des sacrifices très, très grands pour réussir à atteindre un niveau où je vais plaider et faire ce qui m'intéresse en droit. Donc, il aurait fallu que je travaille très, très, très fort. Puis je pense que le droit me passionnait peut-être pas assez pour que je mette
tout cet effort-là qui aurait été nécessaire. Donc là, je savais tout simplement pas ce que j'allais faire. J'en avais aucune idée. Puis moi, je créais des sites web depuis longtemps. J'ai appris à programmer quand j'étais au primaire. C'est quelque chose que j'ai toujours gardé avec moi dans ma boîte à outils. C'est mes pages de vente, mon site web, je fais tout moi-même parce que c'est ça, je me débrouille très bien avec WordPress. Je suis capable de lire du PHP sans avoir envie de mourir. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Non, absolument pas. C'est super. C'est un super bel outil à avoir dans ta boîte à outils. Ouais, je suis très, très contente de maîtriser tout ça. Mais bref, après droit, que j'ai terminé parce que bon, j'avais presque fini. Puis quand tu es rendu à plus de la moitié de ton bac, tu te dis, voyons donc, je vais pas m'arrêter maintenant. Donc, j'ai obtenu ma licence en droit civil de l'Université d'Ottawa. Puis après, j'ai erré dans des programmes universitaires divers où j'essayais toutes sortes de cours. Puis à côté de ça, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des jobs de travailleur autonome. Fait que j'ai commencé, tu sais, je montais des petites pages web. Un jour, je suis tombée sur une agence qui faisait des tunnels de vente. Cette personne-là m'a formée à la publicité Facebook. Puis, j'ai commencé à modifier les textes de mes clients. OK? Parce que leurs textes étaient vraiment poches pour leur pub Facebook. Puis là, je me suis mise à remarquer que des fois, je pouvais augmenter le ROI, c'est presque doubler le retour sur investissement juste en changeant le texte de la pub. Puis ça a vraiment allumé, tu sais, ça a sonné quelque chose dans ma tête. Là. Je me suis dit, oh my God, c'est vraiment important. Puis je me suis mise à essayer de trouver des informations en français sur comment faire des textes vendeurs, etc. Puis il n'y avait pas grand-chose. C'est très, très, tu sais, le copywriting, c'est hyper connu chez les anglophones, mais du côté francophone, il n'y avait rien. Puis bon, ça faisait longtemps que je lisais sur les infopreneurs, les gens qui se font des blogs, les gens qui créent du contenu, puis je me suis dit, tu sais quoi, moi, ce que je veux explorer, ce que je veux développer, c'est ça, c'est le copywriting. C'était il y a peut-être un peu plus de 3 ans maintenant. Puis voilà, non, ça fait vraiment pas longtemps. Puis je me suis spécialisée là-dedans petit à petit. Puis c'est sûr que j'avais un naturel pour ça. Tu sais, je te l'ai dit, je voulais plaider, j'ai fait du débat. J'ai toujours eu une fascination pour qu'est-ce qui fait que quelqu'un va changer d'avis, comment tu fais pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Donc vraiment, je suis comme, j'ai trouvé par les hasards de la vie la chose qui me fait vraiment vibrer puis qui me permet de connecter tous mes intérêts entre eux. Puis c'est drôle parce que tu parles d'art oratoire versus le texte. Puis moi, bon, je suis une littéraire, puis je sais que quand j'ai commencé à rentrer dans le marketing, tu sais, je trouvais ça difficile de faire le transfert entre « OK, ben moi, je suis une personne de mots, puis là, je vais devenir une personne aussi qui va communiquer à l'oral, ben, dont ce podcast est un des résultats. » Mais est-ce que, pour toi, il y avait une distinction entre la façon de convaincre dans l'art oratoire versus ce que tu faisais en copywriting? Presque. En fait, les deux sont beaucoup plus proches que ce qu'on pense. Puis une des premières règles que tu apprends quand tu t'intéresses à la rédaction persuasive, c'est quoi? Write like you talk. Écris comme tu parles. Puis ça m'a fait capoter. Vraiment, là, j'ai tellement trippé quand je me suis mise à lire des copywriters parce que, bon, je viens du droit. T'as-tu déjà lu un texte de recherche sur le droit? Je veux dire, c'est pénible, c'est souffrant. On dirait que tout est fait pour que ton lecteur ait le moins de fun possible en te lisant. Puis là, je découvrais une discipline où, au contraire, ce qui était encouragé, c'était de faire un texte pas qui est... Tu sais, il y a des gens qui disent « dumb it down », mais pour moi, c'est pas vrai. C'est pas forcément des textes qui sont plus stupides, mais c'est des textes qui sont faits pour être agréable à lire, facile à comprendre. Puis c'est très difficile, en fait, de faire ça. Très, très, très difficile de vulgariser puis de simplifier. Pour moi, c'est beaucoup plus simple là, de faire semblant d'être intelligent en pitchant le plus de mots à 1000$ possible dans un texte que de faire quelque chose qui est hyper simple à comprendre. Ouais. Alors, je suis super d'accord. Dis la fille qui a corrigé des examens de fin d'année de première année de bac. J'en ai vu des mots à 1000$ que j'étais comme « Ta phrase ne veut rien dire! » Non, c'est ça, genre... Ouais. Mais bref. Pourquoi tu penses que les gens ont de la misère à se vendre par les mots? Je pense que, justement, les gens ont beaucoup de blocages à cause de l'école. Ça, j'y crois énormément. On nous apprend à écrire avec des règles strictes tout le temps.
Tu sais, là, dès qu'on t'apprend à rédiger des textes, qu'est-ce qu'on dit? Sujet amené, sujet divisé, sujet posé. Même quand on écrit des textes, tu sais, pour divertir, mettons des nouvelles ou quoi que ce soit, on nous apprend des structures. Il faut que tu aies une chute, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Tout est très, très, très structuré. On va corriger beaucoup, beaucoup la ponctuation, les règles de grammaire, tout ça. Puis, en fait, le copywriting demande de défaire tout ça. Il faut absolument que tu arrêtes de te mettre ces limites-là si tu veux écrire comme tu parles, si tu veux que ton texte sonne comme un ami qui est en train de t'expliquer quelque chose, puis que ça résonne, tu sais, chez la personne qui te lit. Donc, je te dirais, un des trucs qui ressort le plus là, chez les étudiants qui ont fait ma formation puis que j'avais pas vu venir du tout, c'est des gens qui me disent, tu sais quoi, Alex, je me rends compte que tout ce dont j'avais besoin pour être persuasive, je l'avais déjà, mais toi, tu m'as donné la permission de le faire. Puis, je pense vraiment que souvent, c'est ça. Puis aussi, bon, la peur de vendre. Tu sais, le mot vendre fait vraiment peur. Les gens veulent pas être fatigants, les gens veulent pas être insistants. C'est sûr que moi, tu sais, je pense que tu connais un peu ma vision de ça, vu mes publications LinkedIn et tout ça. Je me différencie beaucoup des marketeurs puis des copywriters qui insistent, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, etc. Puis qui sont un peu beaucoup dans la manipulation, en fait. Ouais. Moi, je suis très, très opposée à tout ça. Fait que je pense que mon approche fait en sorte que même quelqu'un qui est pas très à l'aise de se vendre peut y arriver. Puis quand on parle de vendre, est-ce que tu penses que, je sais pas moi, la croyance... Mettons que, parce que moi, souvent, je dis comment se vendre, mettons, toi-même, ton personal brand, sans penser que tu y laisses ton âme parce qu'on a l'impression que, justement, on va exagérer nos traits, on va avoir l'air pas de mentir, mais comme tu dis, de manipuler. Penses-tu qu'il y a une différence peut-être entre te vendre toi versus vendre un produit? Parce que genre, j'ai l'impression que des fois, les gens peuvent peut-être être moins à l'aise à se présenter de façon je sais pas, positive, qui serait Non, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que quand on parle de se vendre soi-même, on dirait que la première chose qui nous vient en tête, c'est les maudites lettres de présentation. Tu t'envoies avec ton CV où il faut que tu te vantes un peu. Puis, ça me fait rire parce que moi, mes lettres de présentation que j'écrivais dans le temps où je me cherchais des emplois, tu sais, moi, j'ai obtenu un emploi dans un gros cabinet l'été quand j'étais étudiante, même si tout le monde me disait « Oublie ça, jamais ils engagent des étudiants de première année l'été dans les gros cabinets, c'est impossible. » Puis j'en ai obtenu un quand même. Puis ce que je faisais dans mes lettres de présentation, c'était du storytelling. Ça n'avait rien à voir avec une lettre de présentation où je nomme mes qualités, puis j'ai dit c'est quoi mes objectifs, puis j'ai jamais fait ça. C'était naturel pour moi de me demander qu'est-ce que je peux faire qui va me démarquer, puis surtout qui va intéresser mon lecteur. Mais je pense que le gros blocage des gens, quand ils ont peur de se vendre eux-mêmes, c'est justement ça, c'est qu'ils pensent que pour se vendre, il faut qu'ils énumèrent leurs qualités, puis les prix qu'ils ont remportés, puis depuis combien de temps ils font ça. Puis ça passe tellement pas par ça. Je pense qu'une bonne illustration de ce que je dis, c'est mon LinkedIn. Moi, j'avais peur de LinkedIn. Oui, parle-moi de ton LinkedIn, c'était dans mes questions, genre, mais parle-moi de cette explosion, genre, que t'as fait. Moi, j'étais terrifiée par LinkedIn. Je l'admettais pas, mais j'étais terrifiée par LinkedIn. Pourquoi? Parce que pour moi, LinkedIn, c'était la vision que j'en avais quand j'étais en droit. Donc, un réseau vraiment drabe, avec plein de gens plates qui écrivent des trucs ennuyeux. Puis tout le monde me disait d'aller sur LinkedIn. Tu sais, toi, entre autres, tu m'avais presque convaincue à un moment donné. Puis là, j'étais allée, puis j'avais fait « Oh non, je suis pas à l'aise. » Tu sais, puis j'avais reviré de bord. Julie Rochon, même chose. Alex, qu'est-ce que tu sais? Tellement de gens que j'estime qui me disaient d'y aller. Puis, tu sais, des fois, il y a un conseil, on te le dit 1000 fois, puis tu ne l'écoutes jamais. Ben moi et LinkedIn, c'était beaucoup ça. Puis, qu'est-ce qui me faisait peur, en fait, de LinkedIn, c'est que mon style, mon branding, c'est d'être extrêmement direct. Je dis tout le temps des trucs un petit peu controversés. J'écris au-dessus. Je mets plein d'anglicismes dans mes affaires. Tu sais, je veux dire, j'ai 26 ans. Là, je vais pas commencer à faire semblant que je suis corpo. Je veux dire, je suis tannée de me déguiser. J'étais tannée de me déguiser en avocate là, quand j'étais en droit. Je détestais ça. Donc, je suis arrivée sur LinkedIn et quand j'ai finalement eu le courage, ben j'ai décidé que j'allais aller sur LinkedIn en respectant qui je suis, mes valeurs, puis ma façon de m'exprimer, en fait. Puis j'avais vraiment peur, honnêtement, là, quand j'ai appuyé sur « Publier » les premières fois, puis finalement, ça marche au bout.
c'est devenu mon réseau préféré. Yeah! J'ai du reach comme j'en ai jamais eu sur aucun réseau social. Il y a au moins 3 coachs LinkedIn qui m'ont contacté pour me dire c'est fou que tu aies autant de reach. C'est ça, c'est comme fou que tu aies autant de reach avec aussi peu de gens qui te suivent. Tu sais, j'ai eu des succès, des publications qui ont eu des gros succès, même quand j'avais moins de 500 contacts. Non. Fou, là. C'est quand même incroyable. Puis, en tout cas, tu vas peut-être devenir une LinkedIn influencer. Qui sait? Mais tout ça pour dire, la morale de ça pour moi, c'est que pour moi, le branding personnel, ça passe beaucoup par montrer qui t'es réellement puis tes valeurs. Parce que même si t'es pas en train de te vendre, ce que ça fait quand tu montres qui t'es puis que tu partages tes valeurs puis que t'oses dire, mettons, moi, ça me fait vraiment suer quand je vois du marketing de telle façon qui me tape ses nerfs. Oui, il y a des gens qui seront pas d'accord, mais tu vas attirer à toi plein de gens qui sont d'accord. Puis éventuellement, ces gens-là vont vouloir collaborer avec toi, travailler avec toi, etc. C'est comme ça que je fais du marketing sur LinkedIn. Puis je pense que ce que tu fais avec LinkedIn aussi, c'est le meilleur exemple de ce que tu peux faire en personal branding, c'est que tu utilises tes skills que tu veux vendre pour te démarquer aussi. Fait que toutes tes publications, c'est du copywriting dans un sens. Absolument. Et si on aime lire tes publications sur LinkedIn, c'est pas mal sûr qu'on va aimer lire tout le reste du contenu que tu vas créer. Non, c'est clair. C'est un peu méta. Ouais. Par exemple, j'ai remarqué que tu n'avais pas vraiment de blog. Non. Est-ce que le blog, tu sais, comme, tu vois ça différemment? Est-ce que la rédaction elle-même? Veux-tu que je te révèle mon plus grand secret? Vas-y, révèle-moi ton plus grand secret. Je déteste ça, écrire. Oh, wow! Ouais, je sais. C'est triste. Je suis copywriter, puis il y a des gens qui deviennent copywriter parce qu'ils aiment écrire. C'est des écrivains dans l'âme. Tous les jours, ils ont envie d'écrire des textes, puis ça leur fait pas peur d'écrire des longs textes. Je ne suis pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, puis ce qui m'a amené vers ce métier-là, c'est la persuasion. C'est ça qui me fascine. C'est ça mon intérêt. L'écriture, c'est mon médium, mais c'est très difficile pour moi. Très, très difficile pour moi. Écrire un article de blog, là, c'est souffrant. Tu sais, mon article que j'ai mis sur LinkedIn, sur mon taux horaire, là, ça m'a pris... Ça faisait des mois là, qu'il pourrissait dans un dossier puis qui était à moitié écrit. Là. Je veux dire, j'ai tellement de la difficulté à terminer un article de blog. On dirait qu'il n'y a pas un objectif de persuasion assez clair en arrière. Je sais pas ça. J'ai vraiment de la difficulté à me motiver à faire ce genre de choses-là. C'est pas ce que tu vends, entre guillemets? Ouais, je sais pas ce que je vends, puis ça fait que ça vient moins toucher vraiment ma passion, qui est d'aider des gens. Tu sais, pour moi, écrire une page de vente, ça prend... c'est vraiment pas long maintenant. Là. Tu sais, je veux dire, il y a tout le travail en amont, mais une fois que le travail de recherche en amont est fait, écrire la page en tant que telle, mon premier geste, ça va vite, puis j'ai du fun. Mais écrire j'essaie aussi d'écrire un livre. C'est tellement pénible. Là. Genre, j'ai jamais autant souffert à créer un contenu. C'est vraiment difficile pour moi. Donc voilà, je ne suis pas une écrivaine dans l'âme. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, justement, je pense que c'est... Je sais pas si tu te considères plus comme une psychologue qu'une écrivaine, tu sais, peut-être plus du côté analytique qu'artistique, je sais pas. Qu'est-ce que... Tu vois-tu une différence entre les deux? Parce que moi, je me considère comme une créative analytique, là. C'est sûr qu'on a tout le temps les deux. Je suis un peu comme ça aussi. Tu sais, moi, j'ai jamais opposé les arts aux sciences dans la vie. Pour moi, les deux ont toujours été ensemble. À l'école, je tripais à faire de l'algèbre autant que je tripais à écrire des textes dans mon cours de français. Tu sais. Ça n'a jamais été opposé pour moi. Puis ce qui m'a amené vers le copywriting, c'est quoi? C'est les stats de mes pubs Facebook. Intéressant. Puis je veux dire, je continue de faire ça. Tu sais, quand je fais des pages de vente pour des clients, ce que je veux savoir, c'est combien de ventes ça a généré. Mes séquences de courriel, je suis obsédée par mes chiffres, en fait. Fait que c'est vraiment... C'est pour ça que je disais, tu sais, le copywriting, pour moi, c'est la convergence de tous mes intérêts puis de tout ce que j'aime parce qu'il y a ces multiples aspects-là. Je sais pas, tu sais, je serais incapable d'être un rédacteur web qui fait de la rédaction SEO. OK. Ce serait trop... Tu sais, j'aurais pas de plaisir, ce serait trop souffrant pour moi. Ouais. OK, c'est intéressant. Genre. Là, genre, comme j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais on va aller hors sujet parce que là, on parle de différents types de rédaction. Mais une question aussi qui me venait en tête, c'est est-ce que tu penses que tu serais capable de vendre n'importe quoi ou est-ce que tu as des balises quand même que tu respectes en termes de tes valeurs par rapport à ce que tu es capable de persuader, tu sais? J'ai fait l'erreur de prendre des clients. Je pense qu'on fait tous ça au début. J'ai fait l'erreur d'accepter des clients qui étaient peut-être moins dans mes valeurs. Peut-être parce que je m'en rendais pas compte au début, tout ça. Ça a été extrêmement difficile pour moi.
Très, très, très. Ça a été mes mandats les plus difficiles. Maintenant, comme j'ai de plus en plus de visibilité, puis que, bon, je commence à avoir un nom, si on veut, dans la rédaction persuasive, j'ai mis un formulaire de candidature sur mon site web pour les gens qui veulent collaborer avec moi. Puis comme mes revenus sont principalement issus de ma formation en ligne, ben les mandats de copywriting, je prends juste du bonbon. Okay. Donc, je me permets maintenant de choisir, en fait, ce qui me plaît. Puis je me souviens encore du premier mandat que j'ai refusé. Puis le premier mandat que j'ai refusé, j'avais pas une scène, là. Je veux dire, ça allait pas bien financièrement au moment où je l'ai refusé, mais ça a marqué tellement une ligne dans ma business de me respecter. Puis après, tout s'est mis à aller de mieux en mieux. C'était quelqu'un qui m'appelait pour vendre des genres de shakes amaigrissants. Puis ça va tellement à l'encontre de mes valeurs. Tu sais, moi, je suis du genre à partager des articles sur la grossophobie. Fait que c'est tellement venu me chercher que même en étant dans une situation financière vraiment pas plaisante à ce moment-là, ça a dépassé la limite, puis j'ai mis ma limite, en fait. Puis je lui ai dit, écoute, je peux pas écrire pour ça. Tu lui as-tu dit carrément la raison ou tu as comme trouvé une façon détournée de refuser? À l'époque, j'ai trouvé une façon détournée de refuser. Je vais être sincère avec toi, j'ai pas été capable de dire carrément la raison, mais je pense qu'aujourd'hui, je serais très à l'aise de dire, tu sais, voilà. Parce que je pense que ta business, c'est un gros travail sur toi-même que tu fais aussi. Absolument. Oh my God, je suis tout le temps en train genre de parler de ça, mais je suis super d'accord. Mais oui, parce que tu as un outil vraiment puissant, tu sais, quand tu es capable de persuader, puis là, tu sais, on va le voir en politique, on va voir dans plein de domaines où est-ce que en santé ou des choses comme ça, où est-ce que ça peut être relativement dangereux de maîtriser ce que tu maîtrises. Oui, absolument. Puis c'est une de mes craintes, peut-être. Puis c'est pour ça que je parle tellement de mes valeurs. Tu sais, je suis toujours en train de parler d'empathie, d'authenticité. Je suis toujours en train de dire que je déteste la manipulation. Je suis toujours en train de dénoncer les pratiques de marketing que j'aime pas. Puis pourquoi je fais ça? Pour attirer à moi des gens qui partagent ces valeurs-là et donc qui vont utiliser ce que j'enseigne à bon escient quelque part. Tu sais, j'ai pas envie, parce que je le vois bien, là, tu sais, je vois des business auxquels moi j'adhère pas ou des politiciens auxquels moi j'adhère pas, etc., utiliser ce que j'enseigne de façon pas toujours optimale, puis des fois franchir la ligne aussi entre la persuasion puis la manipulation. Pour moi, cette ligne-là, tu la franchis dès que tu mens. En fait, quand tu mens sciemment pour convaincre quelqu'un, tu es dans la manipulation, tu n'es plus dans la persuasion. Là. Tu viens de franchir une ligne morale que moi, je refuse de franchir, en fait. Puis omettre une information cruciale, c'est la même chose pour toi que de mentir. C'est pareil. Tu sais, faire semblant, t'es en train de faire croire à quelqu'un que ton produit est bon pour lui quand c'est pas le cas, t'es pas dans la persuasion, t'es dans la manipulation. Parce que si les gens se persuadent eux-mêmes, la réalité, là, c'est qu'il n'y en a pas de truc magique pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Il n'y en a pas, OK? On est quand même des humains avec un libre arbitre. Puis, tu te persuades toi-même. Moi, tout ce que je peux faire, c'est appuyer sur les bons leviers pour t'aider à prendre ta décision. Mais au final, c'est toi qui la prends. Puis si je mens, puis que j'omets des choses, puis que j'exagère ma promesse ou quoi que ce soit, je suis en train de te faire prendre peut-être une mauvaise décision. Tu sais, tu vas te persuader toi-même quand même, mais en te basant sur des trucs qui sont faux. Puis pour moi, là, t'es plus du tout, tu sais, tu viens vraiment de franchir une limite. Ouais. Ah non, c'est intéressant, puis ça me fait penser un petit peu à pourquoi, quand moi je réfléchis au droit justement, à pourquoi je trouve ça difficile des fois de rentrer dans ce domaine-là, où est-ce que tu vas être obligé de plaider pour des cas, surtout au début, j'imagine, quand t'es pas encore super établi, dans lesquels, tu sais, t'es pas super à l'aise, tu sais. C'est certain. Puis souvent, quand les gens parlent de ça, ils pensent au droit criminel. Mais tu sais, en droit criminel, quand tu es avocat de la défense, au moins, tu défends un système, tu défends une idée qui est la présomption d'innocence. Fait qu'à la limite, tu peux toujours te couvrir derrière ça. Puis je comprends, tu sais, il faut qu'il y ait des avocats de la défense qui défendent même les pires criminels. Mais dans des cas civils, tu sais, mettons, là, je sais pas, moi, ton client, il divorce, puis tu te rends compte qu'il n'y a pas de bon sens avec sa femme, puis que, tu sais, c'est le genre de conflits moraux dans lesquels tu peux peut-être te retrouver, là, puis qui doivent pas être plaisants. Ouais. Non, absolument. Non, c'est... en tout cas, j'ai souvent cette discussion-là avec mon mari, là, parce que lui, il était comme, non, moi, je deviendrai avocat, puis là, moi, je pourrais jamais être avocate, genre. Mais bref. Ouais. Est-ce que, bon, juste pour en revenir un petit peu à ton personal brand en particulier, parce que tu sais, t'es quand même très active sur LinkedIn. Est-ce que tu utilises d'autres réseaux sociaux ou c'est pas mal là en ce moment?
Avant, j'étais beaucoup sur Facebook. Puis, je commençais à avoir une fatigue. Je publiais de moins en moins. Pourquoi? Parce que ma dopamine était zéro récompensée. Là, je veux dire, tu publies, puis mon reach, plus j'ai de gens qui aiment ma page, plus mon reach diminue. Puis, j'étais vraiment tannée. Puis, je fais encore de la pub Facebook. Super rentable. J'adore ça. Okay, mais en organique, oublie ça. J'avais plus de plaisir. Je me suis mise à faire des stories Instagram où je partage mon amour des grues, puis où je niaise un peu. Je connecte avec des gens, tu sais. Puis j'aime ça parce que, justement, j'ai des discussions un peu absurdes sur Instagram, puis je partage plus ma vie de tous les jours, puis ça me permet de créer des liens avec d'autres entrepreneurs, mais à un niveau plus, tu sais, on a des insides à cette heure, puis tu sais, fait que j'aime bien. C'est comme un Snapchat que le monde regarde, je sais pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est cool, Instagram vraiment ça. Fait que je fais que des stories sur Instagram, je publie rien. Puis je suis sur LinkedIn depuis bientôt 2 mois. Je pense que ça va faire 2 mois. C'est fou, là. J'ai l'impression de te voir tous les jours. Ben, je publie 4 fois par semaine minimum sur LinkedIn. OK. Puis c'est pas long préparer mes publications pour LinkedIn parce qu'il y a une limite de caractère. Je sais pas si qui est très, très... qui est assez limitée pour quelqu'un qui est volubile comme moi. Ouais. Puis donc c'est avec ça aussi. Puis moi, les limites comme ça, on dirait que ça active ma créativité. Parce que là, j'ai un sujet dont je veux parler, puis je me dis, merde, je peux pas le couvrir, là. Il faut que je choisisse l'angle parfait pour l'aborder dans ce nombre de caractères-là. Mm-hmm. Ça me motive beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai comme une petite liste là, dans mon petit truc de notes électroniques où je note toutes les idées que j'ai pour LinkedIn. Okay. Puis... Voilà, je me lève le matin, je regarde ça, je choisis ça va être quoi, puis je l'écris le matin même. Donc, c'est vraiment super spontané. J'ai pas de publication écrite d'avance pour mon LinkedIn. OK. Ah, c'est ce que j'allais te demander si tu avais un calendrier de contenu ou si tu l'organisais. J'ai essayé de faire ça. Puis, moi, je crois beaucoup au fait qu'en business, il faut miser sur nos forces. Tu sais, je te disais, moi, j'aime pas ça écrire au début. J'ai essayé de faire un blog, j'étais pas capable, c'était trop pénible pour moi. Donc, je me suis mise à faire beaucoup de Facebook Live. Tu sais, il faut comme trouver, c'est quoi notre force à nous, c'est quoi qu'on aime faire, puis miser là-dessus, surtout au début, parce que, bon, si tu as de la misère tout le temps et que tu trouves ça difficile, tu n'auras pas de plaisir. Ça va être long. Ça va être vraiment long. Moi, ben, j'ai essayé là, de programmer des publications d'avance puis tout ça, mais je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de super spontané, puis j'en ai plein des idées, j'en manque pas. Fait que, voilà, j'y vais spontanément sur LinkedIn. Hey, on va arrêter l'épisode aujourd'hui sur ça, mais j'aimerais ça qu'on se reparle parce que j'ai plein de questions à te poser sur l'authenticité, sur le style et... Fait qu'on continue la conversation, puis j'invite les auditeurs à nous rejoindre la semaine prochaine pour la suite. OK, super. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!